Alors d'abord, je voudrais accueillir nos hôtes et les remercier, Nathalie et Mathieu, qui sont vraiment deux experts du sujet. Donc, Nathalie est directrice et fondatrice de Autrement et de l'école Un autre regard. Donc, tu es coach, tu es superviseuse, tu exerces depuis longtemps, tu es spécialisée aussi en HPI. Tu as écrit 2 livres. Donc, je montre le premier. Est-ce qu'on voit bien? Donc, 2 livres qui sont 2 bibles, hein. Alors, le premier, c'est 100 questions sur le coaching avec une préface de Vincent Lénart. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est très interactif. C'est vraiment une question, une réponse. C'est très illustré. Enfin, je vous le conseille fortement. Donc ça, c'est la première Bible sur le coaching en général. Et la deuxième, là, c'est vraiment la Bible écrite par Mathieu et Nathalie sur le sujet de ce soir. Tous HPI, comprendre et libérer les potentiels. Et là, vraiment, ça vous donne énormément de clés. Et pareil, il y a énormément de questions. C'est très simple. Énormément de questions pratiques, énormément d'exemples. Donc, on le remontera à la fin. Mais si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous jure que je n'ai pas de commission. J'en parle vraiment voilà, spontanément et honnêtement. Très, très intéressant à ne pas rater. Donc, Nathalie, tu as écrit ces 2 livres-là. Mathieu aussi, donc spécialiste de tous ces sujets. Donc, ton cabinet s'appelle Coaching Edwance. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, coach également, superviseur donc pour des coachs et pour des DRH. Donc, spécialisé, donc HPI. Mais ce que j'aime bien quand on regarde sur ton profil LinkedIn, je vous invite à aller suivre Nathalie et Mathieu sur leur profil LinkedIn ou sur leur réseau, c'est que tu parles de multipotentiel aussi, tu parles d'intuition, tu parles de créativité. Donc on voit qu'il y a, voilà, il y a plusieurs facettes et on va parler de tous ces sujets-là ce soir. Voilà. Avant de plonger dans le vif du sujet, donc ce soir, nous vous accueillons. Donc, nous sommes la S2CG, la Société des coachs et consultants gestaltistes. Donc, Christelle Bizio est la présidente. Et Christelle, je te passe la parole pour nous présenter la S2CG en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. Merci Axel. Eh bien, l'AS2CG est une association qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, qui a vocation à rendre visible et déployer la Gestalt en organisation, qui est beaucoup plus connue et répandue dans l'univers anglo-saxon. Alors, cette association, c'est un espace de ressourcement pour ses adhérents, mais aussi un espace de créativité. Nous proposons ce type d'atelier qui est ouvert à tous. Nous participons à la recherche et, par exemple, nous avons écrit un ouvrage collectif, C'est le bazar et c'est tant mieux, qui est toujours d'actualité et qui recouvre plein d'histoires vraies, de coaching et d'accompagnement gestaltiste dans différentes organisations. Et puis, nous accompagnons nos adhérents également à l'accréditation européenne de gestaltistes practitioners en organisation. Voilà, et si parmi vous, alors on n'a pas posé la question, mais il y a des dirigeants, des DRH, vous pouvez aussi retrouver des intervenants sur le site las2cg.org. Ce soir, tous les membres du conseil d'administration sont présents et chacun a une mission pour animer cette journée. Donc, je vous laisse dans les mains expertes de Nathalie Lourdel et de Mathieu Lassagne pour débattre de ce sujet qui a suscité et qui suscite beaucoup de curiosité. Donc, je vous souhaite une belle conférence. Merci Christelle. Donc effectivement, beaucoup de curiosité, beaucoup d'inscrits. Je repasse le message pour ceux qui viennent d'arriver. Donc cette conférence est enregistrée. Il y aura le replay sur YouTube. Donc si vous n'avez pas envie que l'on vous voit ou que l'on voit votre nom, bien évidemment, vous pouvez vous masquer et vous pouvez changer le nom sur votre vignette. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Alors, on va aborder donc 3 questions, les 3 questions qui étaient dans l'invitation. La première question, c'est comprendre les spécificités des HPI pour mieux les reconnaître et les accompagner. Alors, cette question-là, pourquoi est-ce qu'on la pose? Parce que finalement, un petit peu en blague, dans notre invitation, on a mis que HPI, ça avait été très popularisé ces derniers temps par une certaine série télé sur TF1. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas entendu parler de HPI avant.
Ce sont des mots qui suscitent beaucoup de fantasmes, de la peur, de l'admiration. Mais qu'est-ce que c'est vraiment les HPI? Donc je me tourne vers nos deux experts. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cette première question? Eh ben, je propose qu'on vous partage quelques images parce que aussi parfois on comprend mieux avec l'image. Donc on vous avait préparé quelques images issues de notre livre. Et Mathieu, je te laisse démarrer. Alors, je dirais que métaphoriquement, le haut potentiel, c'est une forme et ça peut être une manière gestaltiste de voir les choses finalement. Et c'est pour ça que je trouve absolument passionnant de pouvoir parler de HPI, de coaching et de gestalt parce que ces trois mots se font tellement écho. Donc, je suis très heureux d'être là parmi vous avec Nathalie. Alors, on utilise dans le livre la métaphore de la bulle de Douance. Cette bulle, c'est la métaphore, c'est que la personne avec une forme de haut potentiel, et on va voir que ça peut être très divers, c'est comme si elle avait une bulle qui était connectée à sa tête par un fil très mince, qu'elle peut complètement ignorer, c'est tout le sujet. Et cette bulle, c'est une forme différente pour chaque personne, une gestalt en quelque sorte. C'est là, on a une forme à peu près ovale, mais on peut imaginer toute forme, de forme possible. Et tout le sujet, c'est de se connecter à cette bulle qu'on laisse un peu sur le côté, qu'on peut ne pas voir. Et la douance, je dirais, pour faire simple, c'est avoir plus de quelque chose, mais ça peut être plus de quelque chose dans plein de domaines différents. On peut avoir une forte sensibilité, ce qui va amener à une manière profondément différente de ressentir le monde, d'être au monde, hypersensibilité émotionnelle, hypersensibilité au niveau des cinq sens, par exemple. On peut avoir ce qu'on a appelé dans notre livre aussi un potentiel d'originalité anticipatrice. C'est la capacité à sentir les tendances à venir, à anticiper les choses. Il y a l'intelligence émotionnelle, la capacité à sentir ses propres émotions, les émotions des gens. C'est beaucoup de personnes qui nous témoignent que quand elles arrivent dans une pièce, elles sentent ce qui est là comme une évidence, elles sentent l'enjeu du groupe comme une évidence absolue. Il y a la capacité à innover aussi, la capacité à saisir ce qui va être innovant au sein d'une entreprise, par exemple, la créativité dont on va parler aussi. Et bien sûr, on place au centre la rapidité cognitive, c'est-à-dire ça cogite très vite, mais c'est un élément parmi un ensemble d'autres. À la fois, c'est central et à la fois, c'est un élément parmi d'autres. Alors, il y a la fameuse question, euh, le HPI en tant que tel au sens strict, c'est-à-dire le HPI tel que défini par psychologie, parce que quand on donne une définition, tout dépend du cadre dans lequel on se situe. Là, on n'est plus dans un cadre gestalt et coaching, c'est un cadre différent. Dans le cadre de la psychologie, le haut potentiel intellectuel, donc on ajoute bien le mot intellectuel, il est mesuré par un fameux bilan psychologique. Et je dirais que c'est même pas le bilan psychologique qui mesure l'intelligence, c'est chaque personne qui va trouver la personne thérapeute qui lui convient, et dans le cadre d'un échange avec cette personne thérapeute qui va prendre en compte la classe sociale, qui va prendre en compte l'histoire de vie et qui va prendre en compte tous les autres éléments à prendre en compte, dans ce cadre-là, la personne thérapeute va pouvoir poser une hypothèse sur le fonctionnement et poser un éventuel au potentiel et parler d'un éventuel au potentiel, sachant qu'on est bien d'accord que c'est un continuum, même dans le sens défini par la psychologie, c'est-à-dire qu'on ne change pas qualitativement de manière de penser, en passant de 129 à 132 QI, parce que la limite, elle est placée à 130 et c'est une limite purement arbitraire pour les recherches, pour un certain nombre, c'est lié à un certain nombre de choses. Et ce que mesure ce fameux bilan, ce serait comme le plus grand carré qu'il est possible de mettre dans sa bulle. Mathématiquement, je trouve ça très intéressant de voir comme ça. Il y a tout un tas de bulles différentes, et pour les bulles à peu près rondes, on peut dire que ça mesure grosso modo une surface qui a une corrélation, mais pour les personnes qui ont une bulle en étoile en quelque sorte, c'est-à-dire qui ont une forme d'intelligence très particulière, on peut parler d'une zone de haute potentialité, d'une forme de haut potentiel, mais qui ne sera pas forcément détectée par le bilan. Donc c'est là toute la nuance entre la définition au sens strict qui est utile dans le domaine de la psychologie, quand il y a souffrance par exemple, et le haut potentiel au sens large, au sens chacun a sa forme de haut potentiel. Et tout notre sujet ici, c'est comment accompagner les personnes à passer de leur forme de haut potentiel
à une forme de haute réalisation. Ça va être tout notre sujet. C'est comment, en écoutant cette manière profondément différente d'être au monde, de la personne au potentiel, ça va lui permettre de se connecter à ses ressources, ça va être notre sujet ce soir, pour qu'elle puisse faire de belles réalisations. C'est-à-dire, c'est pas forcément parce qu'on est au potentiel qu'on va faire de belles réalisations, c'est pas forcément parce qu'on est au potentiel que ça se voit qu'on est concerné par le potentiel, ça c'est un grand malentendu. Il y a des nuances à poser entre les deux. Nathalie, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait ajouter? Moi, je dirais que par rapport à ta question, Axel, on voit bien qu'il y a quelques spécificités des hauts potentiels qui nécessitent un accompagnement peut-être un petit peu différent. Mais vraiment, bienvenue à vos questions si vous voulez qu'on aille plus loin sur certains aspects. Mais en tout cas, il y a certains traits de haut potentiel qui se retrouvent dans une bulle de douance, mais j'ai envie de dire chaque haut potentiel a sa bulle de douance particulière, et c'est bien là tout l'enjeu, et a des besoins spécifiques en coaching ou en thérapie. Et on va creuser un peu le sujet. Je ne sais pas, Axel, si toi tu veux rebondir. Non, je vois il y a des questions déjà qui commencent à arriver dans la conversation. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous voulez que on les aborde au fil de l'eau ou Oui, qu'on vas-y. les garde pour la fin. Et je rappelle, parce que j'ai entendu des dings, donc il y a des personnes qui sont arrivées, que cette session est enregistrée et sera diffusée sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas que l'on vous voit, vous pouvez masquer la caméra. Euh, Deux questions. Une première question de Pascal. Pascal, est-ce que vous souhaitez poser la question ou vous-même ou je ne sais pas où est Pascal. Donc, ce qui est indiqué, c'est la forme associée plus ou moins à des troubles TDAH qui peuvent masquer le haut potentiel. Et je vais en dessous expliquer 10 et TSA. Pascal, est-ce que vous voulez éclairer cette question ou bien est-ce que ça vous parle suffisamment, Nathalie et Mathieu, pour donner des éléments? Alors oui, effectivement, il y a d'autres caractéristiques. C'est ce qu'on peut appeler la neurodiversité au sens large. Il peut y avoir une forme d'autisme qui peut être plus ou moins compensée par le haut potentiel, de l'hyperactivité d'une attention ou l'hyperactivité classique, c'est le fameux TDAH, des 10, tout un ensemble de choses. Et effectivement, sa personne thérapeute qui va faire très attention lors du passage du bilan à pouvoir détecter un éventuel haut potentiel, mais qui pourrait ne pas se voir selon des critères classiques parce que c'est recouvert par d'autres caractéristiques. Et donc, j'ai pas forcément vu, pour ma part, hein, je peux me tromper, qu'il y ait de corrélation statistique entre l'Asperger, le TDAH, le haut potentiel. C'est des choses bien différentes, mais la personne va être encore qualitativement différente quand elle est concernée par à la fois le haut potentiel et d'autres caractéristiques qui sont vraiment à prendre en compte dans les accompagnements. Effectivement, c'est pas la même chose en coaching quand on accompagne une personne HP et concernée par le TSA, c'est une pensée encore plus originale, mais qui a encore plus besoin d'être accompagnée, d'être soutenue. Est-ce que ça répond bien à la question? Est-ce que ça répond bien à la question, Pascal? Je ne sais pas où est Pascal, comme il y a de nombreuses personnes, je ne la vois pas. On peut prendre une autre question si tu veux en attendant. Alors, une autre question de Christelle Bizio. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au HPI? Hmm. Alors, parce que je suis moi-même concerné, tout simplement. C'est ce qui me vient tout naturellement. Et ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu dès le départ, il y a 7 ans, quand j'ai démarré mon activité de coaching, que j'utilisais des approches différentes. Je restais dans le cadre du coaching et ça, j'y tiens beaucoup. Et je dirais même que le cadre éthique du coaching, il est pensé pour le haut potentiel. C'est ça qui est hyper intéressant. Mais à l'intérieur de ce cadre, c'était une manière profondément différente d'être avec la personne, qui se connecte beaucoup à être gestalt d'ailleurs, c'est être présent à soi, être présent à l'autre, être dans un accueil profondément inconditionnel de la personne, être dans l'accueil de son univers. Et j'ai vu que c'était des coachings beaucoup plus métaphoriques, beaucoup plus perchés, profondément différents des coachings qu'on pourrait dire classiques. Et ça m'a semblé faire sens à un moment donné de communiquer là-dessus, de poser des mots là-dessus, notamment pour les autres coachs qui vont accompagner des personnes, soit neurodiverses, soit concernées par le haut potentiel. Et moi, pour cette question, je dirais que pendant longtemps, j'ai fait non, 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 je suis normale. Moi, j'ai deux, trois idées, mais je ne suis pas concernée. Et j'ai mis longtemps à ne pas vouloir d'étiquettes, parce que pour moi, c'était mettre des étiquettes, des chiffres sur les gens, et je n'aimais pas l'idée. Et jusqu'à ce que je rencontre Mathieu, qui finit par me dire que, bon, éventuellement, je suis HPI.
et que à force au bout de la 7e personne qui me dit je suis HPI, il faudrait peut-être que je l'admette. Alors je lui dis bon ça va, il y en a que 5 qui me l'ont dit. Bon et puis au final voilà. Et aujourd'hui, je pense que quand vous êtes atypique, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez une forme d'atypique aussi. Bah, accepter vos atypicités, c'est aussi permettre aux clients, à tous ceux que vous accompagnez, d'accepter leur atypicité. Et donc maintenant, je reconnais que je suis créative, que je suis atypique, que je suis au potentiel créatif en tout cas. Et, euh, et je pense que c'était un grand pas vers moi-même d'arriver à admettre que j'étais différente. Et du coup, ça me permet aussi, moi, en tant que coach et superviseur, d'accueillir des gens qui sont différents. Et je dirais que IR, l'école Un autre regard, c'est une école atypique pour les atypiques qui ont envie de grandir avec d'autres formes de sensibilité émotionnelle, corporelle et cognitive, et qui ne sont pas toujours les mêmes. Et j'aime bien parler de neurodiversité et de biodiversité neurologique, parce que finalement, chaque être humain est différent. Et que si vous êtes dans l'accompagnement, c'est que vous avez envie de permettre aux personnes de grandir et d'explorer leur potentiel, les laisser fleurir, et du coup, laisser déjà le vôtre fleurir. Donc, reconnaissez que vous avez sûrement des zones de haut potentiel. On a aussi utilisé cette notion dans notre livre pour parler de zones de haut potentiel, pour dire que on a tous un potentiel d'excellence quelque part, et à vous de l'explorer, de l'accueillir et de lui faire de la place peut-être. Voilà. Merci Passer à une beaucoup. question. Ce partage. Merci. Merci. Et je pense que Nathalie, que ce que tu viens de dire sur, ben, on a tous une partie peut-être atypique où on peut être au potentiel sans le savoir, va parler à certains puisque une personne dans la conversation a dit qu'elle vient de découvrir à 49 ans en passant le test WISE qu'elle elle a peut-être un TDAH et que voilà, elle n'avait pas découvert avant. Et donc effectivement, on peut le découvrir assez tard, hein. Euh, il y a une question plus spécifiquement, je ne sais pas si on peut y répondre en quelques minutes, mais on peut peut-être faire une ébauche sur comment reconnaître en séance de coaching un Asperger, un SPI, un HPE. Hmm. Vaste question. Ouais. Et juste avant, je voudrais peut-être repartager l'écran pour reparler Oui. du TDAH et du HPI et des formes de haut potentiel. Donc, vous voyez, en fait, ce que dit la bulle de douance, c'est que vous pouvez avoir un haut potentiel émotionnel, un haut potentiel créatif, ou un haut potentiel spirituel, ou un haut potentiel musical, ou kinesthésique, si vous êtes danseur ou artiste. Ce que mesure le Waze est là. C'est-à-dire, c'est un test qui est normé, qui va mesurer votre rapidité cognitive, votre capacité à mémoriser, votre aisance verbale, votre aspect logico-mathématique. Donc, le Waze mesure quelque chose qui est reproductible, mais vous qui êtes là derrière votre écran, vous avez vos formes atypiques. La forme de votre bulle particulière d'intelligence, elle est là, elle est diverse. Et donc, du coup, si on répond en même temps à cette question du TDAH, ben, vous pouvez avoir réussi le Waze, c'est-à-dire avoir une forme d'intelligence intellectuelle mesurable et qui est calculée, et en même temps d'autres spécificités qui apparaissent sous forme de nuages, d'autres choses. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Chacun a sa propre forme de bulle de douance. Tu veux ajouter quelque chose? Je dirais que pour ma part, alors je dirais jamais à un client qu'il est concerné par le haut potentiel parce que ça, c'est au psychologue de lui dire. Donc je mets toujours une grande prudence là-dessus. Mais de moi-même, ce qui va me faire poser l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui a une bulle de douance, c'est la richesse du vocabulaire, c'est la sensibilité, c'est la manière d'être dans son corps aussi, c'est la quête de sens, la capacité à aller dans l'imaginaire. Ça, c'est quelque chose que je vois très vite, en fait, la connexion que la personne va avoir à l'imaginaire, qu'elle va avoir à ses émotions. Parfois, la procrastination, le perfectionnisme qu'elle peut avoir, mais c'est un ensemble de choses. C'est pas ça qui va détecter le haut potentiel, mais en tant que coach, ça va me faire poser l'hypothèse que là, je vais rentrer dans ma spécialisation. C'est ça que je vais me dire. Et quand la personne me pose la question, je dirai jamais vous êtes concerné, évidemment. Je dirais ça peut être intéressant, avec un psychologue, d'explorer l'hypothèse qui aurait quelque chose à voir sur une zone de haute potentialité ou un haut potentiel. Moi, je dirais que j'ai plein de clients atypiques et je considère que chaque être humain est atypique. Mais que quand je vois quelqu'un qui a une mode de pensée très arborescente, on passe d'une idée à l'autre et ça passe du coq à l'âne,
je repère cette mode de pensée, de créativité, de jongler d'un sujet à l'autre qui lui paraît très cohérent et qui paraît pas forcément cohérent à des gens qui ont un mode de pensée un petit peu plus linéaire. Donc du coup, je me permets de faire un miroir, de dire, tiens, moi je vous comprends, mais vous venez de parler de ça, de votre auto-école, de votre problème d'énergie faible et de votre problème de conflit avec votre N+1. Et en même temps, vous m'avez parlé de votre environnement de travail qui est trop bruyant. Et vous voyez la connexion, vous, entre tout ça, mais vous voyez que c'est sur des thèmes un peu différents. Donc, juste pour faire remarquer cette divergence dans la manière de parler ou dans la manière d'être très spécifique sur certains mots. Les personnes que j'accompagne, il y en a qui sont très sensibles à la lumière, à l'environnement. Ici, on a créé aussi un lieu calme, avec vue sur la verdure, avec des œuvres d'art, avec des radiateurs œuvres d'art, parce que souvent, c'est personnes atypiques ont une sensibilité aussi à l'esthétique, à l'environnement, à la sécurité du lieu. Et ça va être important pour elles, des petits détails que les autres ne voient pas. Et je me permettrai d'ajouter, ça, on peut le voir si on offre un accueil vraiment inconditionnel à la personne. Parce que quand on est dans les grilles d'analyse classiques et anciennes, hein, la personne va arriver, elle va parler, par exemple, dans ce que l'on considérerait, d'après la norme, comme étant dans tous les sens, mais ça, c'est du point de vue de la norme, et les interprétations qu'on peut vite avoir quand on ne connaît pas le sujet, c'est la personne a un ego assez grand, elle a une faille narcissique, il y a une hystérie qui a à travailler, il y a du jeu relationnel, c'est toutes les interprétations qu'on pourrait avoir quand on accueille la personne et qu'on ne connaît pas le sujet. Et quand on connaît le sujet, c'est là où c'est fondamental, c'est qu'on peut accueillir simplement une personne différente, lui offrir un espace inconditionnel et surtout un espace où elle va pouvoir s'exprimer dans son langage sans être jugée. Et parfois, c'est la première fois de sa vie qu'elle peut le faire. Et rien que ça, dans les premières minutes dans l'échange, c'est absolument stratégique. C'est déjà un changement de type 2, alors qu'on est au bout de 2 minutes d'échange. Je te propose peut-être qu'on poursuive avec quelques éléments sur la bulle de douance et pour compléter. Oui, Alors ça, on en a parlé. C'est souvent le déni de la personne concernée par une forme de haut potentiel. Même un déni d'une personne qui peut sembler très heureuse à la surface, mais elle a une vie de surface. C'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que la personne a l'air heureuse, qu'elle sourit beaucoup, qu'elle est de tous les projets, qu'elle a une super carrière, qu'il n'y a pas quelque chose, un enfant intérieur qui est profondément rejeté en elle, en fait. Donc, il faut se méfier des personnes qui ont l'air trop heureuses souvent. Et souvent, la personne, elle s'est toujours adaptée pour être aimée, elle va faire un déni de sa forme de haut potentiel, et ça, on peut le retrouver dans l'échange de coaching. Et c'est pour ça qu'on a ce schéma, la personne qui est un peu grise, moi, ma douance ne pose pas de problème, c'est une mode, il va y avoir tous les jugements de ce type. Et dans une boîte hermétique et insonorisée, elle va enfermer là où se situent tous ses potentiels créatifs, c'est là où se situe sa future identité de coach ou de thérapeute, c'est là où se situe son potentiel à trouver ses clients à elle, et c'est ça qui est enfermé, et c'est justement là où se trouve ce qui pourrait être la solution, alors qu'elle peut tourner en boucle avec des systèmes de pensée classiques, mais des systèmes de pensée qui ne sont pas connectés à ses ressources. C'est ce que représente cette infographie qu'on trouve dans le livre. Et je pourrais vous apporter un autre regard parce que, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je dis non, non, moi, je ne suis pas du tout surdouée. J'ai aucun problème dans la vie d'ailleurs. Cette histoire de surdoués qui ont des problèmes et trop intelligents pour être heureux, non, non, ça ne me concerne pas. Moi, je vais bien. Mais je ne suis pas du tout dans cette catégorie. Donc, vous voyez, j'avais mon petit haut potentiel que j'avais mis dans un coin et en disant non, non, je ne suis pas du tout concernée. Et tout va bien dans ma vie. Voilà. Et en fait, le fait de l'accueillir, de finir par l'accueillir, c'est me remettre au centre de mes ressources, et même celles que j'utilisais pas, c'est-à-dire reconnaître que je suis créative finalement, m'a permis d'écrire 3 livres en 4 ans, m'a permis de créer une école, d'acheter un lieu, de tout redécorer. Et c'est ça, comprendre et libérer son potentiel, c'est déjà se remettre au centre et connecter à sa bulle de douance. C'est peut-être ça que je pourrais vous témoigner de ce que j'ai vécu par rapport à ça. Je te laisse compléter. Oui, je dirais métaphoriquement que le HP, c'est une fenêtre, c'est pas une case. Pourquoi c'est une fenêtre? Parce que j'aime bien dire que la distance entre soi et son haut potentiel, c'est la distance entre soi et l'autre. Les deux se reflètent. Et quand on est profondément connecté à ce haut potentiel, qu'on l'accepte, du coup, on dédramatise beaucoup d'incompréhensions qu'on peut avoir avec les autres, ce qui est une manière de se connecter aux autres.
Et c'est surtout qu'on va être au cœur de ses ressources, on va l'apprivoiser, ce haut potentiel, plutôt que de le voir comme un problème. C'est jamais le haut potentiel le problème. On parle beaucoup de souffrance et de haut potentiel. Pour moi, je suis en désaccord par rapport à ça. La souffrance, elle vient de quoi? Elle vient de la non-acceptation de ce haut potentiel. Elle vient de ce faux self dont on n'a pas forcément le temps de parler de ce soir, mais qui est, pour m'adapter, pour être aimé, je vais rejeter ce haut potentiel. Or, quand on est au centre de ces ressources, qu'on se connecte à ce haut potentiel, on peut le piloter, on peut le laisser agir, on peut voir les choses des deux manières, au service de ses objectifs, au service de son épanouissement professionnel, personnel. Et la question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez connecté à tous vos potentiels, quels qu'ils soient? Ou est-ce qu'il n'y en a pas que vous avez laissé dans une boîte, dans un coin, en vous disant non, non, moi, je ne sais pas faire ça. Voilà un peu l'ouverture qu'on voulait vous proposer à travers ce schéma. C'est très beau, merci beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires, des gens qui approuvent et tout. Lionel, peut-être que tu veux partager un petit peu, je sais que tu as lu les commentaires, ce qui ressort comme idée ou comme Oui, alors question. bonjour à tous. Oui, il y a deux sujets, je ne sais pas s'ils peuvent faire lien, mais en tout cas que j'ai envie de partager là. Enfin, de ce que je vois, il y a la question de la. Alors, je pense que c'est un peu en lien avec ce que vous avez partagé, c'est la question de la suradaptation. Est-ce que la suradaptation, c'est un peu un élément un peu commun de l'histoire de vie de ce qu'on appelle les HPI? Donc ça, c'est une première question qui pourrait impacter sur le doute de soi, le sentiment de légitimité ou le déni de soi, de son potentiel. Vous en avez un peu parlé, mais je veux bien, voilà, en tout cas, il y a ce questionnement-là. Il y a un autre questionnement sur est-ce qu'il y a un lien entre, ou est-ce qu'il peut y avoir un lien entre haut potentiel et, excusez-moi, j'ai perdu le fil, et burn-out. Voilà. Il y a des choses à dire sur ça. Ça pourrait répondre à deux pistes de questions. Merci Lionel. Je te laisse démarrer avec la première. Oui, alors je dirais avec prudence, corrélation entre HPI et la suradaptation, je ne sais pas. En tout cas, celles et ceux qui viennent nous voir, bien sûr qu'il y a souvent ce sujet de la suradaptation. Peut-être qu'on peut le voir comme ça. Et la question, c'est pas tellement de se demander si c'est corrélé ou pas, c'est comment on peut se mettre à l'écoute de la personne cliente pour accompagner lorsqu'il y a suradaptation. Et effectivement, j'ai pas de mon expérience une personne qui n'a pas au moins un petit peu ce sujet lié à la suradaptation, parce que l'éducation que les gens ont reçue dans la tranche d'âge que l'on reçoit, souvent a été structurellement, pour des raisons philosophiques en France notamment, structurellement dans le déni des intelligences différentes. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est sociologique et qui revient très souvent, y compris chez les femmes qui ont reçu d'autres injonctions en plus. Moi, j'utiliserais une métaphore. Je me dessinais comme un caméléon. Et non, non, je ne me suradapte pas. Donc, je change de couleur en fonction de l'environnement. C'est juste une fonction. Mais effectivement, je pense que quand on a cette habilité intellectuelle, quand on a cette empathie à capter ce qui se passe dans un groupe ou quand on arrive dans une entreprise ou dans un milieu, on a cette petite tendance naturelle, mais sans s'en apercevoir, à s'adapter ou à s'ajuster ou à pas vouloir être trop. Parce qu'on vous a souvent dit, vous êtes trop ci, trop créatif, trop là, trop extraverti, trop... Et donc, du coup, la suradaptation vient du fait que dans notre société, la différence fait peur, ou on la remet au placard, ou on la critique, ou on la juge. T'es trop sensible, t'es trop extraverti, t'es trop ci, t'es trop là. Et donc, du coup, la suradaptation vient de ça. C'est la métaphore aussi des coquelicots qu'on va vous représenter en conclusion peut-être, mais c'est dans un champ de coquelicots, s'il y a un coquelicot qui dépasse, qui est un peu plus grand que les autres ou d'une autre couleur, les autres vont avoir tendance à faire quick, à couper le coquelicot qui ne rentre pas dans le rang. Et la suradaptation, c'est ça. C'est de se dire que quand on a dépassé un peu, été plus vite que les autres, réussi plus ou fait plus de choses, ou d'avoir plusieurs métiers, on vous dit, mais t'es pas stable. Alors que c'est juste, vous êtes adapté pour aller d'une type de profession à l'autre. Et peut-être parmi vous, vous avez déjà changé plusieurs fois de métier, mais c'est juste pour vous de l'adaptation. Et pour l'autre, ça va être critiqué en suradaptation. La question, elle est de voir, est-ce que vous êtes OK avec vous-même? Est-ce que vous avez apprivoisé votre côté caméléon? Et c'est peut-être ça aussi la question à se poser. Hmm. On parle du burn-out? J'ai peut-être, juste pour ajouter un élément, je pose l'hypothèse, pour une partie des HP en tout cas, que pendant l'enfance, c'est cet enfant qui voit les vérités qui dérangent et qui menace de révéler les secrets familiaux. En tout cas, il y a cette peur inconsciente de la part des parents. Il va mettre les pieds dans le plat, mais sans même s'en rendre compte, hein, et dire la vérité qui dérange.
Et du coup, il y a le fameux qui vient de la mère ou du père, le fameux pour qui te prends-tu? Et ce pour qui te prends-tu, c'est ça qui va suivre la personne pendant tout le début de sa vie professionnelle avant qu'elle puisse poser les mots et comprendre ce qui s'est joué. Je propose qu'on réponde à la question du Alors, burn-out. La deuxième question que Lionel avait posée. Alors effectivement, donc, je rappelle que nous, on a un biais aussi, on est coach, donc on accompagne des gens qui vivent des difficultés professionnelles, hein, donc on ne dit pas que tous les HP font des burn-out, ou qu'il y a une corrélation. Il y a plusieurs études qui sont sorties, qu'on a regardées de près. On ne peut pas le situer comme ça, mais je dirais que dans ceux qu'on accompagne, quand on a un perfectionnisme assez élevé et quand on a une capacité analytique très forte, on va voir tout de suite les détails qui vont pas ou ce qui pourrait être encore mieux. Et en plus, plus on a de capacité analytique, plus on va voir le petit détail qui pourrait être amélioré dans un projet ou dans un dossier. Donc, des hauts potentiels très investis, avec des capacités analytiques très fortes, avec la volonté de bien faire, avec un engagement, un sens du service public, par exemple, moi j'accompagne aussi beaucoup dans les services publics, ils vont pouvoir malheureusement être plus sensibles au burn-out s'ils perdent le sens, si il y a un décalage entre le niveau qu'ils voudraient amener dans leur façon de travailler et ce qu'ils ont le temps de faire ou ce qu'on leur impose dans les contraintes de travail, et ça peut les mettre en incohérence, et les hauts potentiels ont tendance à être sensibles à ce besoin de cohérence entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils apportent au monde, et donc ces personnes-là vont être plus sensibles à cet décalage et donc qui peut malheureusement conduire au burn-out parce que le besoin de sens, le besoin de travail et de qualité dans le travail est très prégnant. Moi, j'ai vu des chercheurs, j'ai accompagné plein de personnes qui étaient tombées dans un burn-out par volonté de bien faire, en fait, par surinvestissement et par aussi capacité intellectuelle. On se dit, non, mais je peux, je vais travailler plus, je vais mettre plus de temps et je vais le faire. Et donc, du coup, on va jusqu'au bout parce que justement, on a l'habitude que le cerveau va vite et n'a pas de limite. Et donc, du coup, on les dépasse à un moment donné sans s'en rendre compte. merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. On sent qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et il y a des tas de choses à creuser. D'ailleurs, il y a plein de choses dans votre livre, Tous HPI. Je me dis que par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est peut-être le bon moment pour poser la deuxième question que l'on avait mis dans l'invitation, qui est, est-ce que des approches créatives ou intuitives peuvent être utiles dans l'accompagnement des HPI et pourquoi? Merci, on va continuer du coup le partage. Euh, avec vous. Et effectivement, dans le livre Tous HPI, on a 100 questions. J'ai vu tout à l'heure quelque chose autour de la solitude. On a aussi des choses sur le burn-out, sur s'intégrer au travail ou pas, et sur le perfectionnisme qu'on ne va pas détailler ce soir. On a choisi avec Axel quelques axes de travail, mais on pourra refaire une soirée si tu le veux, Axel. Du coup, en quoi les approches créatives ou intuitives sont-elles utiles, particulièrement utiles? Elles sont utiles avec tout le monde, hein. Moi, Mm. je dis souvent, si on a un problème, si on vient voir un thérapeute ou un coach ou un consultant, c'est qu'on a un problème généralement et qu'on a envie de le résoudre. Et du coup, une façon de le résoudre, c'est d'ouvrir la créativité, d'ouvrir les fenêtres créatives pour trouver une nouvelle solution, faire un ajustement créateur, comme vous devez sûrement l'utiliser aussi. Et donc, oui, c'est utile, c'est utile. La créativité, c'est à partir d'un problème où il y a une fixité, une rigidité mentale, comment je sors de ce mode automatique où ce problème, je ne peux pas le dépasser, je suis bloqué, je suis dans un cube fermé, et comment je sors de ce mode mental qui me bloque, ça peut être des émotions, ça peut être autre chose, pour trouver des nouvelles opportunités, pour essayer, pour évoluer, pour recombiner des idées, pour essayer de nouvelles opportunités. Et évidemment, les HP qui ont une facilité, une flexibilité mentale quand ils vont bien, vont être très friands des approches créatives, que ce soit en thérapie ou en coaching, parce que c'est leur façon naturelle de penser le monde, de repenser les questions, d'ouvrir les possibilités, d'explorer des choses variées, d'apprendre. La plupart des HP adorent apprendre, découvrir. Donc si vous êtes dans ce mode exploration variée, si vous leur faites découvrir une autre façon d'illustrer leurs problèmes, peut-être avec des petites figurines par exemple, pour qu'ils voient le problème de l'extérieur et qu'ils le regardent de haut, ils vont adorer ça. Et c'est une forme de prise de recul. Et souvent,
c'est un vrai plaisir pour la plupart des HP de rencontrer un autre HP qui va leur permettre de sortir du cadre, qui va les reconnecter à leur créativité. C'est des moments particulièrement joyeux. Donc oui, si vous accompagnez des hauts potentiels, même s'ils ne sont pas encore tout à fait connectés à leur créativité, si vous leur permettez d'explorer, d'apprendre, de découvrir, d'essayer des méthodes qu'ils ne connaissent pas, et on va revenir sur la Gestalt tout à l'heure, ça va forcément leur plaire. Donc oui, essayez tout ce que vous avez de plus innovant et créatif si vous avez ce sentiment d'avoir en face quelqu'un qui est en appétence d'ouvrir, de découvrir et d'explorer. Par exemple, j'ai eu certaines expériences de coaching extraordinaires. C'est la personne qui est, pour différentes raisons, très bloquée dans une rigidité mentale tout en étant concernée par le haut potentiel, parce elle a survécu en rejetant ce haut potentiel depuis le début. Donc il faut comprendre qu'il y a un bénéfice secondaire, c'est une question de survie pour une partie des gens. Et donc j'accueille cela, et petit à petit, je mets en circulation la possibilité de se connecter à ses émotions, à la puissance de son imaginaire. Donc là, je parle bien de créativité. Et puis une séance, deux séances passent, et puis la troisième séance, ça m'arrive fréquemment, hein. Il y a un petit pas qui est fait dans l'imaginaire, et si le sujet, c'est par exemple trouver la juste posture de leader en réunion, et que ce sujet, la personne est depuis 20 ans en boucle mentale sur ce sujet, sans jamais réussir à vraiment être bien dans une réunion et à vraiment être bien avec les autres, par l'imaginaire, la personne va se représenter les choses avec des paysages multidimensionnels, elle va transférer son problème de la réalité pratique dans un espace symbolique. La symbolique, on va la laisser s'ajuster. Et c'est extraordinaire comment, parfois en un quart d'heure, la personne, elle a son sujet, et elle sait, elle a sa réponse, et elle sait que elle va mettre en application vraiment naturellement. Parce que dans un univers qui fait sens pour elle, je parle bien de sens, c'est comme si elle avait compris à un niveau profond, mais au-delà du langage classique, le sujet, en fait, le pourquoi être bien en réunion, pourquoi générer des émotions positives et me connecter aux autres. Je vous propose qu'on parle un peu d'intuition. Euh, L'intuition, c'est une idée qui sort de nulle part, c'est l'inconscient qui se manifeste et tiens, je le sens pas, ou je le sens pas ce poste finalement. Alors le problème, c'est que souvent l'intuition passe derrière le filtre des croyances. Oui, mais bon, c'est normal, je viens de passer un entretien d'embauche, c'est normal que j'ai un poids là et le message ne le comprend pas forcément. Et c'est bien tout le sujet avec les intuitions, c'est que c'est des signaux qui sont parfois inhabituels ou parfois à peine perceptibles et qu'on n'écoute pas. Et beaucoup des hauts potentiels utilisent l'intuition pour créer, pour imaginer. Et donc parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de reconnecter vos clients ou ceux que vous accompagnez à l'intuition. Pourquoi? Parce que pour les hauts potentiels, il y a souvent un mental qui écrase l'intuition avec je rationalise, j'analyse, je me dis ah mais non, non mais bon, c'est normal que j'ai un peu froid dans le dos, là je viens de passer un entretien, est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, je ne dois pas le surinterpréter. Ou je ressens tellement de signaux, je suis très sensible, on parle aussi d'hyper empathique, d'hyper sensible aux stimuli de l'environnement, qu'il y ait trop de messages et j'arrive pas à le calibrer ou à l'interpréter. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour vous d'essayer de reconnecter au corps et aux intuitions les clients qui ont cette forme de haut potentiel et qui va être très utile dans leur quotidien finalement pour s'ajuster et éviter de se suradapter comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc pour vous qui accompagnez des hauts potentiels, on vous invite effectivement à mettre le mental peut-être un peu de côté pour reconnecter au corps. Et ça va nous amener finalement à la troisième question. Axel, tu relances Oui, le débat peut-être avant que je... exactement. Alors, la troisième question, alors ça a l'air d'être un peu auto-centré autour des gestaltistes, hein, mais c'est en quoi l'approche gestaltiste est-elle pertinente et il y a un lien avec le thème de la créativité. Pour ceux qui ne connaissent pas la gestalt, tout à l'heure, Christelle Bizio, la présidente de la S2CG, a présenté la gestalt. Et il faut savoir que la gestalt thérapie, puisque c'était d'abord dans le champ de la thérapie avant de venir dans le champ de l'organisation, a été fondée dans les années 50 par plusieurs personnes qui venaient du courant psychanalyste. Et un des livres fondateurs de la Gestalt a été écrit par Fritz et Laura Perls,
Ralph Efferlin et Paul Goodman. Et ils sont un peu connus comme étant vraiment les fondateurs, ceux qui ont rendu public la Gestalt, et tous les praticiens et tous les étudiants étudient leur livre de référence qui a été écrit quand même en 1951. Et ils étaient tous artistes d'une certaine manière, c'est-à-dire que Fritz Perls faisait du théâtre. Et il a amené son approche un peu théâtrale dans ses accompagnements collectifs, hein. Il s'en est clairement inspiré. Il était comédien, il était aussi poète, il écrivait beaucoup. Laura Perls, elle était musicienne et danseuse. Elle a même poussé jusqu'à se dire que l'acte d'accompagnement lui-même est un acte créateur. Elle parle de contact créatif. Paul Goldman, qui est l'un des principaux rédacteurs de ce livre fondateur Gestalt Thérapie, écrit en 1951, était lui également écrivain et poète. Et enfin, Ralph Efferlin, lui, était amateur de musique et de peinture. Donc tous, d'une certaine manière, avaient déjà dans leur vie et dans leur façon d'être en relation avec le monde, une relation avec la créativité, avec l'art. Et ça fait partie, nous les gestaltistes, on dit toujours que l'ADN de la gestalt est aussi constitué de cette partie créative, artistique. Donc, d'où le lien avec cette question aussi, en quoi est-ce que la gestalt peut-elle être pertinente pour accompagner les personnes HPI, atypiques, voilà. Alors, moi, je me suis formée à la Gestalt parce qu'effectivement, en tant que HP, j'étais plus dans la tête que dans le corps et j'ai fait beaucoup de pratiques psychocorporelles, pas que la Gestalt. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Et j'ai envie de vous partager quelques éclairages. Il y en a plein d'autres, évidemment. Vous pourrez en retrouver dans les deux livres qui ont été cités tout à l'heure, hein, sur le coaching et sur le Tous HPI. Mais là, vous voulez vous partager avec Mathieu quelques clés. Donc, les clés que j'ai envie de vous partager là-dessus sont autour du ici et maintenant. Beaucoup des hauts potentiels que j'accompagne sont très dans la mentalisation. Ils vont futuriser, ils vont imaginer comment ça va se passer s'ils changent de poste, si, ou ils vont être capables de réanalyser tout le passé, ce qu'ils ont mal fait, ce qu'ils auraient pu faire autrement et comment ça peut être encore mieux. Donc, ils ne sont pas tellement dans le ici et maintenant parce que leur mental les amène à reconnecter le ici et maintenant au passé ou au futur ou aux deux. Et donc, vous voyez, il y a cette sorte d'agitation mentale. Et donc, du coup, je pense que l'approche Gestalt qui revient sur ce qu'il se passe là, ce qui se passe entre nous, ici et maintenant, va les permettre de calmer une forme d'agitation mentale qui peut être présente pour certains. Mais il y a d'autres clés que je trouve très intéressantes par rapport à la Gestalt et aux spécificités des hauts potentiels qu'on a décrits. C'est aussi remettre du contact là où il y a rupture. Quelqu'un tout à l'heure très justement parlait de solitude du haut potentiel qui se sent différent, qui se sent mouton noir parmi les autres, qui se sent caméléon avec les autres animaux et il se dit mais je suis pas comme eux, je comprends pas. Et donc du coup, là où le gestaltiste va être très attentif à la qualité du contact, du pré-contact et, euh, et du plein contact, mais ça va être très utile pour réparer des hauts potentiels qui ne se sont pas sentis accueillis, qui se sont sentis différents, rejetés et qui ont du coup fait de la suradaptation pour avoir une qualité de contact. Donc vous voyez là, il y a un vrai intérêt à travailler là-dessus, à être sensible à ça. Et je dirais que l'approche proposée par la Gestalt sur le côté expérimenter la solution, expérimenter avec une approche holistique, intégrative, où on met le corps en mouvement parfois, où on retravaille avec les émotions, ça va être particulièrement utile pour des personnes qui sont un petit peu centrées sur la tête, moins dans le corps et les émotions, voire qui peuvent être complètement déconnectées de leurs émotions, et je vais le redétailler juste après. Donc du coup, vous voyez, cette approche profonde, avec une écoute sensible, humaniste, va particulièrement toucher ces hauts potentiels sensibles, ces hauts potentiels empathiques, ces hauts potentiels qui se sont sentis seuls, blessés ou différents. Et c'est ça, dans ce contact à l'autre, qui va être réparateur, qui va y avoir un ajustement créateur avec l'environnement. Et donc, du coup, j'ai envie de vous dire, en tant que coach, en tant que gestaltiste, oui, allez-y, c'est vraiment des choses qui vont être très utiles pour remettre de la créativité là où il y avait répétition et fixité, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et peut-être pour aller un tout petit peu plus loin,
Pardon, je suis allée un peu vite. Si on prend la sensibilité de quelqu'un à son environnement, donc là, vous avez, on va dire, des émotions agréables, les petits cœurs, et vous avez aussi des choses plus piquantes, les pics rouges. Il y a une sorte de filtre, de barrière de protection. Euh, donc, le moi-peau qui avait été posé aussi par Anzieux peut être symbolisé là par ce petit schéma et qui crée la stabilité intérieure, c'est de savoir que je peux me protéger si l'environnement, je peux me rapprocher ou m'éloigner, être sensible à ça. Mais quand on parle de hautement sensible, comme peuvent se qualifier certains des hauts potentiels, je rappelle que entre 10 et 30% de la population serait qualifiée de hautement sensible. Et je dis bien hautement sensible parce que quand on dit trop sensible ou quand on dit hypersensible, ça voudrait dire je suis pas adapté. Donc, c'est juste qu'en fait, vous voyez, ce moi-peau serait un peu avec des pointillés, laisserait passer plus de choses, vous voyez. Sur un même environnement, il y aurait beaucoup plus d'informations, que ce soit visuelles, auditives, émotionnelles. C'est comme si la personne, elle capte toutes les émotions ou les tensions présentes au sein du groupe dans la pièce, et que du coup, elle se sent impactée beaucoup plus forte que l'autre personne à côté qui dit, non, tout va bien. Donc, pour les personnes que vous détectez comme perméables aux éléments extérieurs, hautement sensibles, ben, du coup, cette approche va être hyper intéressante parce que ça va pouvoir aussi juste leur permettre de comprendre qu'ils n'ont pas le même niveau de sensibilité que l'autre finalement et que ça peut être aussi intéressant d'accueillir ça. Et je dirais qu'une partie des hauts potentiels que j'accompagne, comme ils ont cette ultra-sensibilité à l'intérieur, vous voyez, je capte tout ce qui se passe dans mon environnement, ils vont avoir tendance à installer des barrières de protection, puis s'installer dans le temps, hein, puis parfois ça dure depuis 40 ans, 50 ans, pour ne pas souffrir, parce que justement, non mais moi je me souviens d'une cliente, une dirigeante, qui me dit, ah, non, non, je me suis promis de ne pas pleurer au travail. Donc, vous voyez, armure, double armure, aume, casque à pointe et tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est que du coup, des fois, ça arrive qu'à force d'avoir mis tout ça, il peut y avoir des éléments qui perturbent le système. Donc, si vous détectez ça, une carapace, une protection, il y a souvent une haute sensibilité derrière et comment vous avez l'accueillir. Et je trouve que la thérapie de la relation par la relation, et pour tous les coachs gestaltistes qui nous écoutent, et pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite à vous y intéresser, c'est regarder l'autre, regarder sa sensibilité ou justement sa froideur quand il parle de quelque chose de haut qui devrait être émotionnel. Par exemple, j'ai des clients qui sont clairement harcelés au travail et qui vous décrivent ça tout froidement. Ah ben, on m'a retiré ma voiture de fonction, on m'a rétrogradé, je ne peux plus aller dans les réunions stratégiques. Et puis vous dites ça tout neutre. Et oui, bon, bah, du coup, voilà, je voudrais m'adapter au travail. Mhm. Là, ça va être intéressant de lui dire ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Et donc, c'est vraiment une pratique gestaltiste, là, d'utiliser aussi votre corps, vos ressentis, pour le partager. Donc, j'imagine que dans cette situation, tu pourrais ressentir de l'agacement ou de la frustration, puisqu'on t'enlève quand même ta fonction. Tu étais haut dirigeant et là, tu es quelque part rétrogradé. Enfin, moi, en tout cas, si j'étais dans cette situation, je pourrais me sentir harcelée. Vous voyez, vous arrivez à poser l'émotion ou le mot. Ça, c'est ce que vous devez pratiquer a priori. Mais je pense que c'est particulièrement utile pour les hauts potentiels qui se sont déconnectés des émotions trop fortes. Vous voyez, c'est leur permettre à travers ce qui se passe dans la relation avec eux de reprendre conscience de leurs ressentis. Et c'est là où ça va être particulièrement utile d'utiliser le corps, les émotions, vos ressentis dans la relation pour remettre du mouvement, de l'émotion, de la reconnexion au corps de personnes qui ont dû se déconnecter parce que l'intensité émotionnelle était trop intense. Voilà. Je ne sais pas si il y a des questions, des réactions par rapport à ces éléments. Axel? Alors, Lionel, est-ce que tu as repéré des questions spécifiques par rapport à ces Oui, alors éléments? il y aurait deux questions, si c'est possible. Il y a une première question, alors c'est peut-être pour aller plus loin dans ce que vous avez partagé, en tout cas je trouve. Est-ce que vous pourriez
donner des éléments de réponse sur c'est quoi finalement aujourd'hui l'apport, la plus-value des HPI dans le milieu professionnel, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs. C'est quoi finalement, c'est quoi leur plus-value, c'est quoi leur apport, qu'est-ce qu'ils apportent de bon au monde et notamment au monde professionnel? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Je parle pour des HPI, là, je pense pour des personnes qui ont enfin, qui assument en fait et qui peuvent déployer cette dimension-là. Bien sûr. Alors, je dirais qu'il est très important de dire que chaque être humain apporte à sa manière à la société de manière égale. Ça, c'est très important. Par contre, certains êtres humains sont moins détectés dans le monde professionnel que d'autres, et on peut formuler les choses comme ça. Et effectivement, les personnes qui sont au potentiel intellectuel, mais avec une pensée intuitive qui est beaucoup plus rare, avec des valeurs fortes, une quête de sens, et surtout avec de l'intelligence émotionnelle, ça fait des personnes qui, d'après ma perception, en toute humilité, sont Bien sous sûr, bien par sûr. le monde du travail, alors qu'elles vont avoir une intelligence fondamentalement complémentaire de l'intelligence artificielle, fondamentalement complémentaire de ce qui existe déjà, pour proposer vraiment des innovations au sein des organisations. Et merci beaucoup pour la question, parce que c'est ce qui fait aussi que pour moi, ça fait sens d'accompagner ces personnes. Parce que c'est vraiment ce qui va permettre aux organisations, à leur tour, en reflet systémique, de se connecter à leur potentiel pour réussir dans un monde différent. Hmm. Ok. Nathalie, je ne sais pas si tu veux compléter ou... Moi, je dirais que chaque être humain apporte à un collectif. Et les hauts potentiels que j'accompagne sont souvent en posture de dirigeant, hein, on va être clair, ou dirigeant adjoint, quelque chose comme ça, ou DRH aussi. J'ai pas mal de DRH au potentiel. Et j'ai envie de dire, comme tout être humain, si la personne libère son potentiel, et c'est un petit peu peut-être les éléments suivants qu'on voulait vous apporter, c'est que si un haut potentiel qui a une capacité d'anticipation, de vision anticipatrice, va détecter justement dans un monde où il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de perturbations, va détecter ce qui se passe, va pouvoir proposer peut-être des solutions innovantes, des choses adaptées ou des choses en avance sur leur temps. Et donc dans un univers assez concurrentiel, selon les univers dans lesquels vous travaillez, ça peut être particulièrement stratégique d'écouter ces idées un peu intuitives, innovantes, adaptatives, ou qui ont quelques crans d'avance sur les autres et qui vont permettre d'apporter quelque chose de plus adapté, ajusté à ce monde en plein changement ou aux clients qui ont besoin d'autre chose, si c'est le cas. Et pour moi, il y a un intérêt particulièrement stratégique à laisser les ajustements créateurs se faire en entreprise. Et donc, du coup, à laisser les hauts potentiels exprimer leur plein potentiel. Ok. Et il y a une deuxième question qui est un peu, je pense, en lien avec celle-ci. Si vous pouvez répondre, hein, est-ce qu'il y a, c'est quoi la différence selon vous entre, je mets des guillemets, c'est écrit comme ça, monsieur et madame tout le monde, et ce qu'on appelle les gens qui ont ce HPI, ce haut potentiel? Est-ce que vous pourrez répondre à cette question? Je- En Alors, quoi je ils se dirais, différencient, même si vous avez déjà répondu, mais bon, en étant en conscience qu'on est dans la simplification ici, parce qu'on pourrait en bien parler sûr, tout à l'heure, ça, je bien dirais, sûr. on pourrait définir la personne au potentiel comme une personne qui a plus de quelque chose par rapport à la moyenne, quel que soit ce quelque chose. Que ce soit une haute sensibilité, que ce soit que ça cogite très vite, que ce soit une intuition profondément différente ou mieux écoutée aussi. On pourrait le formuler comme ça. Et que cette différence, ça vaut le coup de poser des mots dessus, parce qu'en posant des mots dessus, ça va permettre de reconnecter la personne aux autres en dédramatisant ces différences. D'accord. Merci. Il y a une question d'Olivier là qui dit peut-on être coach sans avoir une approche gestaltiste, surtout si on est HPI? Je trouve cette question particulièrement joyeuse. Moi, j'ai envie de répondre quand on est HPI, on va s'intéresser à plein de domaines. D'où, en tout cas, moi j'ai créé IR, une école intégrative où, évidemment, j'ai une approche très gestaltiste dans la manière dont je transmets le coaching. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, de corps, d'émotions. Il y a une pédagogie très participative, très impliquante. On commence par le corps, ensuite on parle du cœur. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ce collectif-là, dans cet atelier? Et ensuite, je remets du cognitif parce que quand même, ils aiment apprendre et ils aiment comprendre l'outil et les détails du comment j'utilise. Mais vous voyez, je fais l'inverse de la plupart des écoles qui vous donnent un outil, qui vous proposent de l'appliquer et qui font un débrief après. Du coup, j'ai envie de dire, si vous avez cette sensibilité, oui, je trouve que la Gestalt va apporter un plus dans votre style d'accompagnement. Et si vous accompagnez des hauts potentiels,
comme leur problème est souvent lié aux émotions et au corps, qui sont un peu déconnectés, ou qui sont en suradaptation, donc cachés derrière une boîte bien hermétique, si vous n'avez pas travaillé vous-même ce point-là, vous n'allez pas pouvoir accompagner ces HPI qui vont avoir ce plafond de verre ou ce blocage à un moment donné parce qu'ils sont coincés dans leur tête. Donc, comment vous travaillez sur vous-même pour pouvoir accompagner de manière stratégique les hauts potentiels qui en sont là aussi. Et du coup, ça me fait une transition pour vous partager le diapo qu'on avait prévu et qu'on a déjà un petit peu évoqué sur le coquelicot. Et, et vraiment, je pense que chacun peut continuer à fleurir, à s'épanouir, à grandir. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je travaille en tant que coach, superviseur ou formatrice, à l'expression du potentiel de chacun, à voir comment, dans quoi je me sens engagée, qu'est-ce qui m'invite à pousser, à grandir, comment je me crée un environnement favorable qui me permet cet épanouissement et qui me permet peut-être une prise de risque, sortir du bois, être à la lumière, oser des choses différentes. Et aussi pourquoi parfois je vais avoir besoin de soutien pour cela. Et c'est en ça que moi, la Gestalt m'a été très utile. C'est ce soutien par le corps, cette compréhension par le mouvement, par le corps, par le contact à l'autre guérisseur, qui m'a permis d'exprimer un potentiel aujourd'hui que je n'exprimais pas il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 20 ans quand j'ai créé ma boîte. Donc, je vous invite à trouver le soutien, l'environnement ou la voie qui vous permet de vous engager à exprimer votre plein potentiel. Voilà un peu le message clé que j'avais envie de passer. Et si vous voulez aller plus loin, on vous a laissé nos coordonnées, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, Instagram. On publie des petites vidéos ou des images clés avec quelques explications pour ceux qui aiment le flash, le rapide. Et on échange avec tous les gens qui ont envie de partager avec nous. Et en tout cas, on serait ravis de répondre encore à quelques questions si vous en voyez encore. Mais merci beaucoup, c'est très riche. Ben, on est pile dans le timing. On s'était dit avec Christelle Aubert qui est quelque part, ben voilà, je la vois, que ça serait intéressant, Christelle puisse à la fin faire une petite synthèse en 2-3 minutes. Alors c'est difficile, une synthèse, il y a eu tellement d'idées, mais voilà, si tu avais, Christelle, envie de ressortir 2-3 choses. Sachant que bien évidemment, je vous encourage à aller sur les profils LinkedIn et des réseaux sociaux de Nathalie et Mathieu qui sont très riches. Il y a un post tous les jours, il y a plein d'idées, plein de synthèses. Et encore une fois, toujours et encore, la Bible, tous HPI. Voilà. Christelle Aubert, parce que nous avons plusieurs Christelle présentes. Je pense qu'il faut que tu remettes ton micro, sinon on ne va pas t'entendre. Absolument, merci Axel. Merci Nathalie et Mathieu pour votre exposé. Je vais le résumer de manière très brève, n'étant pas aussi experte que vous, évidemment. Mais enfin, c'était quand même très intéressant de voir la façon dont vous avez présenté les HP, et notamment dans leur spécificité, leur atypicité, comme vous l'avez bien décrit. Et ça nous a permis de comprendre que chacun a sa bulle de douance propre et qu'on ne peut pas faire un profil type finalement du HP. Donc il faut être très attentif finalement à dans quel domaine ou dans quel axe la personne sera plus ou moins développée. Voilà. Il y a en tout cas une grande diversité des HP qui existent. Alors ensuite, la question s'est posée de savoir comment accompagner ces personnes HPI et est-ce que des approches créatives ou intuitives seraient intéressantes pour les accompagner. J'ai bien aimé Nathalie quand tu as dit qu'effectivement c'était utile pour tout le monde. En effet, les approches intuitives et créatives peuvent être intéressantes pour tout le monde, mais elles le sont particulièrement probablement pour les HPI qui ont besoin de pouvoir se connecter avec de la créativité et avec leur intuition et de se reconnecter d'une manière générale. Donc, à travers des nouvelles méthodes innovantes ou intuitives ou créatives, ça va aussi leur permettre de sortir de là où ils sont un peu coincés et puis d'apprendre et de découvrir sur eux. Et là est arrivée donc effectivement la notion d'approche gestaltiste qui est elle-même une approche plutôt créative
et qui offre, depuis que la gestalt thérapie existe, mais ça a été ensuite transposé dans les organisations, un certain nombre de choses qui sont très applicables dans l'accompagnement des HPI, tels que le ici et le maintenant, remettre du contact, avoir une écoute profonde et humaniste, chercher des ajustements créateurs. Je ne vais pas forcément tout reciter, mais effectivement, l'approche gestaltiste semble être, en tout cas au moins, une des méthodes efficaces et appropriées pour ces profils atypiques et leur permettre de sortir de leur bulle et retrouver leur plein potentiel. J'espère ne pas avoir commis d'erreur d'interprétation. Merci pour cette belle reformulation. Je vois que voilà, tout le monde a trouvé ça passionnant. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un coaching ER, donc je pense que vous allez voir des gens arriver à École un autre regard. J'en Voilà. profite pour une petite page pour ceux qui ont envie de compléter leurs approches. Avec Mathieu, on co-anime une formation qui démarre bientôt, le 27 novembre, autour du coaching intégratif. Donc, comment stratégiser vos accompagnements avec cette approche vraiment intégrative sur les différentes volets du coaching. Donc, ça peut compléter. On a même des gens qui sont déjà formés au coaching qui viennent compléter leur formation, des gens qui sont consultants, thérapeutes, DRH, managers, qui ont envie d'intégrer cette posture à la fois créative, à la fois émotionnelle, corporelle, avec cette pédagogie corps-cœur-cerveau. Donc la promo IR4, parce qu'on en est déjà à la 4e promo. Hein, c'est le petit côté un peu HP rapide créateur. On a créé l'école il y a 2 ans maintenant. Et voilà, donc elle démarre bientôt. Et pour ceux qui ont envie de progresser aussi, il y a le Master Coach qui démarre à la fin de l'année. Et on sera ravis de vous accueillir dans ces beaux locaux qui sont là juste derrière nous pour vous accompagner dans votre plein potentiel d'accompagnant. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, quelqu'un demande, merci beaucoup, donc c'est Alexandra, pouvez-vous suggérer des tests HP? Même si vous en avez parlé au début, elle pose cette question, vous pouvez répondre à cette question ou pas? Alors, moi, j'aurais quand même envie de mettre un bémol, puisque Ouais, on n'est pas obligé de faire le test HP bien pour, sûr. si vous l'avez besoin, faites-le. Mais est-ce que vous avez besoin de cette étiquette ou pas? Comme je vous l'ai dit, moi, je n'aime pas trop les étiquettes, surtout qu'il va mesurer un petit carré dans une grosse bulle de douance. Si vous vous sentez un peu perdu et que vous avez quand même besoin d'un accompagnement, oui, c'est avec un thérapeute qui va vous faire passer un bilan Waze dans des conditions bien claires et bien définies, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi vous reconnaître comme atypique musical, créatif ou je ne sais quoi, ou corporel si vous êtes déjà dans cette utilisation du corps dans votre travail. Et ça peut vous suffire. Mais si vous avez un besoin de reconnaissance ou de calibrage, peut-être oui, passer des tests. L'important, c'est si la grille de lecture vous parle et si elle est aidante et vous pouvez la tester, cette grille de lecture. Est-ce qu'après, connecté à cette grille de lecture, est-ce que ça m'aide concrètement dans mon évolution professionnelle? C'est ça qui peut être intéressant aussi. Bien sûr. Et puis ça peut être très intéressant de lire votre livre aussi. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans les commentaires. Tous HPI, il y a pas mal d'éléments. Il peut y avoir des effets de résonance qui peuvent aussi être en réponse à ce que vous venez de dire et puis à la question de la personne, en fait. Et je vois d'autres questions là de Samira. Oui, on fait des supervisions collectives avec la Gestalt, plutôt en présentiel parce que comme on utilise le corps et le mouvement. Mais pour Alberti qui parlait de Lyon, on fait des pratiques aussi, Mathieu et moi, en visio. Mais effectivement, moi, comme j'aime beaucoup utiliser le corps et le mouvement, je propose des supervisions collectives en petits groupes de 4 personnes. Ça permet vraiment d'aller en profondeur sur des après-midi. Vous retrouvez sur le site autrement.com toutes les dates et toutes les informations pour vous inscrire sur notre mail que vous avez tout à l'heure. Et je vais peut-être remettre le partage, sinon je le mets dans les commentaires. Voilà. En tout cas, merci pour ces informations précieuses parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc, je le redis, vous pouvez suivre toutes les informations sur les réseaux sociaux de Nathalie et de Mathieu qui sont déjà suivis par des milliers et des milliers, même des dizaines de milliers de personnes. Donc, non, mais c'est vrai, hein, plus de 25 000, 30 000 personnes. Donc, ça prouve que c'est intéressant.
Donc, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début, la Bible sur le sujet que je vous recommande fortement, c'est Tous HPI. Donc, voilà, si vous voulez des infos flash, vous pouvez lire les listes, les posts LinkedIn. Et si vous voulez lire la Bible, vous avez les coordonnées. Un très, 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 très grand merci. C'était passionnant. On pourrait durer encore 1 heure, mais je crois que voilà, les gens ont peut-être aussi envie d'aller dîner. On pourra reprogrammer quelque chose peut-être un jour avec grand plaisir. Et merci à tous et toutes de vous être connectés. Merci aux membres de la S2CG, Christelle Bizio, Lionel Lacroix, Christelle Aubert, d'avoir contribué aussi à l'animation et puis aux autres voilà, qui sont présents. Je vous souhaite une bonne soirée et on va arrêter l'enregistrement. Merci à toi, Axel.